Alors, dans cette vidéo, je vous propose une correction guidée de l'exercice 1 du dernier DS de SVT. D'abord, les étapes pour résoudre un exercice 1. On va évidemment devoir bien analyser le sujet. Ensuite, on va rédiger ce brouillon. Donc, quelles sont les idées clés en lien avec la problématique du sujet? Quels vont être les schémas qui vont permettre d'illustrer les notions clés? Et puis, on réfléchit dès le brouillon aux arguments qu'on va développer, qui vont appuyer les notions qu'on amène. On va réfléchir aussi à l'organisation du devoir, c'est-à-dire au plan que l'on va utiliser. Et puis ensuite, bien sûr, on fera la rédaction. Donc là, dans cette vidéo, on ne va pas faire toute la rédaction, mais on va donner les pistes pour rédiger correctement. Alors, dans un premier temps, du coup, pour l'analyse du sujet. Donc ici, on voit dans la partie d'introduction, ici, la présentation du sujet. On va nous parler d'individus hétérozygotes pour plusieurs gènes intéressants à reproduire en agronomie parce que ces gènes permettent la présence de caractères intéressants. Et on nous indique que le choix de la reproduction va être déterminant pour obtenir de grandes quantités de plantes qui sont elles-mêmes hétérozygotes. Ensuite, dans la consigne, on nous demande de montrer que les modes de reproduction ne sont pas équivalents pour obtenir, à partir de parents hétérozygotes pour deux gènes indépendants, une descendance qui est elle-même hétérozygote. Et enfin, on a un document qui va nous présenter ici l'exemple d'un fraisier hétérozygote pour le gène T et pour le gène S. Alors, on commence par bien analyser le sujet. Donc, on nous demande ici de parler des modes de reproduction. Donc, on fait appel à nos connaissances. On sait que chez les végétaux, il y a une reproduction sexuée et une reproduction asexuée. Ensuite, dans le sujet, on nous parle de gènes indépendants. Donc, on sait que ce sont des gènes qui sont situés sur des paires de chromosomes différents. Et puis enfin, on nous parle d'individus hétérozygotes. Donc, on sait que un individu hétérozygote a deux allèles différents pour un même gène. Donc, si je résume le sujet, bon, comment passer en gros d'une plante mère hétérozygote pour deux gènes indépendants, ces gènes étant T et S. Donc, hétérozygote, ça veut dire que le génotype sera T plus T- et S plus S-. Et comment, à partir de cette plante mère, je peux obtenir une descendance qui est hétérozygote pour deux gènes indépendants, c'est-à-dire avec le même génotype. Je sais qu'il y a deux modes de reproduction, la reproduction asexuée végétative d'un côté et la reproduction sexuée de l'autre. Donc dans la suite de la vidéo, tout ce qui va être en rouge, ce sera les notions que l'on a ou les connaissances que l'on a à ce sujet. Donc on peut commencer par faire la liste au brouillon des différentes notions que nous avons sur la reproduction asexuée d'une part, reproduction végétative. Donc on sait qu'elle repose sur la totipotence des cellules, c'est-à-dire la capacité que les cellules ont à se différencier de nouveaux tissus, donc former de différents organes. On sait qu'il y a différents modes de reproduction végétative, et c'est l'exemple du stolon chez le fraisier qui nous est présenté dans le document. Et puis on sait que cette reproduction végétative, elle repose sur la mitose, et la mitose, ça conserve le programme génétique et ça permet d'obtenir des clones. Donc si je réfléchis un petit peu aux différents schémas que je peux faire, évidemment, là, ici, je vois tout de suite que je peux faire un schéma de la mitose. Et si je fais un schéma de la mitose, je vais utiliser les gènes dont il est question ici, T et S, et je vais prendre une cellule hétérozygote. Maintenant, si je réfléchis aux arguments, comment on peut prouver cette totipotence? C'est par le développement des cales. Donc les cales, ce sont des cellules qui sont à différencier. On va mettre différentes hormones et en fonction de la concentration d'hormones, on va obtenir des parties de plantes différentes. Pour la mitose, l'argument, c'est que quand on observe des cellules en mitose au microscope, au niveau des méristèmes, on voit le comportement des chromosomes. Et puis, quand on fait une analyse génétique des cellules qui sont issues de mitose, on voit qu'elles sont identiques à la cellule initiale. Donc ensuite, on peut réfléchir à la reproduction sexuée. Donc cette reproduction sexuée, on sait que c'est une rencontre entre un gamète mâle qui est contenu dans le pollen et un gamète femelle qui est contenu dans les étamines. On sait pour cette reproduction sexuée chez les plantes qu'il peut y avoir soit une autopollinisation, c'est-à-dire une reproduction de la plante avec elle-même, ou alors une fécondation croisée, c'est-à-dire une reproduction avec un autre individu. On sait aussi que cette reproduction sexuée, elle est basée sur la méiose, puisqu'il faut fabriquer des gamètes, et donc cette fabrication de gamètes se fait par méiose. Et je sais que pour des gènes qui sont indépendants, c'est-à-dire situés sur des chromosomes non homologues, je vais avoir un brassage interchromosomique. Et enfin, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'au niveau du génotype de la descendance, je pourrais le déterminer en faisant un tableau de croisement. Alors, j'aimerais revenir sur cette histoire de tableau de croisement, puisqu'il y a eu quelques confusions dans le DS. Donc, un tableau de croisement, je prends n'importe quel parent dont je connais le génotype,
Je peux travailler avec un, deux, trois gènes, même plus. Ces gènes peuvent être indépendants ou ils peuvent être liés. Et le tableau de croisement va me permettre de connaître la probabilité des différents génotypes de la descendance. Donc un tableau de croisement, je vous rappelle que ça va être sur une ligne, on va mettre les chromosomes possibles portés par les gamètes, et puis sur l'autre, en colonne, on peut mettre par exemple les différents chromosomes portés par les ovules, les différentes probabilités. Et puis après, dans les cases au milieu, on va représenter en fait l'association du spermatozoïde avec l'ovule et on va trouver ainsi le génotype de la descendance. Alors que le croisement test, ça va nous permettre d'identifier si deux gènes sont liés ou indépendants, ou alors ça va nous permettre d'identifier le génotype d'un parent qui présente un phénotype dominant. Donc ici, si je réfléchis à mon sujet, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des individus qui sont hétérozygotes dans la descendance. Donc ça veut dire que je suis ici. Quelles sont les probabilités des différents génotypes dans la descendance? Donc ça veut dire que je ne vais pas du tout parler du croisement test ici. Par contre, je vais devoir illustrer mon travail avec un tableau de croisement. Donc c'est ce qu'on marquait ici. Alors si on réfléchit maintenant à quels sont les schémas qu'on peut faire, évidemment on peut faire un schéma de la méiose en utilisant les gènes dont on parle ici, T et S. On peut évidemment, le tableau de croisement, on va le schématiser, ce tableau de croisement. Après, on peut éventuellement faire un schéma, par exemple, de la fleur, pour montrer le lieu où se situent les gamètes. Mais on n'est pas obligé, hein. Et puis si on réfléchit par contre aux arguments, comment on sait cette histoire de pollen et d'étamines, etc. On a fait une dissection florale et on a observé au microscope. Pour la méiose, on a fait des observations de cellules en méiose. Et puis, il y a les études de Mendel aussi qui montrent ce brassage interchromosomique. Comment je vais organiser mon devoir? Voilà, hein, j'ai ma reproduction asexuée d'un côté, végétative, ma reproduction sexuée de l'autre. Donc, je peux décider de faire un plan avec mon grand 1, reproduction asexuée, petit a, les mécanismes de la reproduction asexuée, petit b, la conservation du programme génétique, puisque mon travail porte bien sur cette conservation du programme génétique, obtenir des individus hétérozygotes à partir d'individus eux-mêmes hétérozygotes. Et puis dans mon grand 2, je vais pouvoir faire reproduction sexuée avec la même chose, les mécanismes et puis la diversité génétique. Mais je peux très bien choisir de faire un autre plan. Par exemple, ici, je peux me dire, voilà, je vais parler de ma reproduction asexuée, enfin de mes reproductions en règle générale, d'abord la sexuée et puis après la reproduction sexuée. Et puis je parlerai dans une deuxième partie, par exemple, du programme génétique, soit qui va être conservé lors de la mitose, ou soit il va y avoir un brassage lors de la méiose. Et donc dans ces cas-là, mon plan, ce serait plutôt le grand 1, les mécanismes de reproduction, en traitant en première partie la reproduction asexuée, puis la reproduction sexuée ou l'inverse, et puis voir comment on obtient une descendance hétérozygote en parlant d'une part de la mitose pour la reproduction asexuée et d'autre part de la méiose pour la reproduction sexuée. Donc une fois que j'ai déterminé le plan que je vais utiliser, je vais passer à la phase de rédaction. Donc je vais commencer par rédiger mon introduction. Dans mon introduction, je dois penser à situer le sujet et à définir les mots-clés. Donc les mots-clés qui sont présents ici, c'est hétérozygote, c'est le fait qu'on ait deux gènes indépendants. Je vais indiquer la problématique, donc j'essaie de la reformuler avec mes mots. Par exemple ici, comment obtenir pour deux gènes indépendants une descendance hétérozygote pour ces deux gènes à partir de parents même hétérozygotes. Je vais présenter le plan. Et puis ensuite, je passe à la rédaction de mon développement. Donc dans mon développement, je pense bien, et c'est très important, à mettre des titres aux différentes parties pour guider mon correcteur. Il peut y avoir aussi des sous-titres pour les sous-parties. Je pense à faire des schémas pour illustrer. Là, attention, les schémas doivent faire minimum une demi-page, ils doivent posséder un titre, ils doivent être correctement légendés, et on doit mettre des couleurs pour que ce soit clair. Je dois penser à bien espacer mon travail, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je change de paragraphe, je passe au moins une ligne, voire deux lignes. Si je fais des sous-parties, il faut que ces sous-parties soient mises en évidence, avec des espaces également. Et puis, je pense à rédiger des phrases de liaison, c'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, je passe d'une partie à une autre partie. Donc, on peut imaginer que si vous parlez de la reproduction asexuée dans un grand 1, à un moment donné, il faut dire, il existe un autre mode de reproduction, la reproduction sexuée, dont je vais traiter maintenant, par exemple. Et puis enfin, dans la conclusion, je pense à reprendre les éléments clés. Donc ici, les éléments clés, c'est la reproduction asexuée qui va permettre de conserver le programme génétique, parce que ce sont des processus de mitose qui sont mis en jeu.
Il faut que je pense à dire que la reproduction sexuée, par contre, bah, va créer une diversité génétique, et donc je n'aurai pas une descendance 100% hétérozygote, j'aurai une probabilité que je peux estimer avec un tableau de croisement. Je vérifie, une fois que j'ai repris les éléments clés, que j'ai bien répondu à ma problématique, et puis après, bah, je rédige une phrase d'ouverture. Alors, des idées d'ouverture pour ce sujet, ça pouvait être le fait de dire que ici, bah, on montrait que la reproduction asexuée, elle était plus intéressante pour l'agronomie, mais que finalement, dans la nature, la reproduction sexuée, elle permet aux espèces d'évoluer, puisqu'il va y avoir un brassage génétique, et donc, petit à petit, de s'adapter à des conditions environnementales changeantes, par exemple. Mais je peux aussi décider de faire une ouverture, pourquoi pas, sur la mitose et sur les mutations qui interviennent lors de la mitose, et le fait que même lors de la reproduction asexuée, je pourrais peut-être avoir des descendants qui ne seront pas complètement identiques aux parents.